Ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de vous amener en promenade le long du Lot, de la vallée du Lot et aussi dans les coteaux au-dessus du Lot. Donc ici, nous sommes sur un chemin de grande randonnée qui est probablement un des très nombreux chemins qui allait à Compostelle, puisque Penne est une halte sur le chemin de Compostelle et que Penne est donc une halte et ce chemin, on l'appelle la variante de Rocamadour. Voilà. Ensuite, eh bien, on a un beau panorama quand on fait ce GR et au retour sur la vallée, cette vallée-là, parce que ce GR, il est un peu au nord, au-dessus du coteau. Et là, on a une belle vue de la rivière Lot, avec, on voit beaucoup de choses sur cette image. Quand on se promène, eh bien, on peut rester à faire de la lecture du paysage pendant un bon moment. On voit les méandres du Lot et la première chose qu'on voit, c'est un beau château, le château de Ferrassou, puisque tout au long de cette rivière, on a de nombreux châteaux. Et alors, vous ne le voyez pas, moi je le vois parce que je connais bien. Vous avez ici une petite église qui s'appelle Allemand. On verra pourquoi d'ailleurs. Un allemand avec un porche roman classé magnifique. Et puis de l'autre côté du Lot, un grand ensemble ici, une usine agroalimentaire. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, parce que cette vallée du Lot est très fertile et beaucoup de producteurs de toute la vallée du Lot amènent ici, on fait des conserves de tomates, de haricots, voilà. Et puis le lointain est intéressant aussi, alors avec un relief complètement différent de ce qui se trouve au sud du Lot. Là-bas, moi je sais où c'est, on aperçoit le village de Montflanquin, je ne sais pas si vous en avez, oui. La Bastide de Montflanquin. Oui, on connaît. Comment? On connaît. Vous connaissez. Bon, des questions sur cette image? Allez-y. Pardon? Continuez. Je continue. Alors donc, pour vous parler de cette passion pour mon territoire, j'ai appelé ça de l'Olt au Lot, donc une région peuplée dès la préhistoire. Après, c'est une voie de communication. Je vous parlerai des activités agricoles diversifiées, la fin de l'industrie métallurgique dans cette vallée, et le développement du tourisme, patrimoine, gastronomie, une région où il fait bon vivre. Et là, voilà, c'est un peu de la publicité touristique, je suis désolée, mais c'est comme ça que je le sens. Et ça se voit que j'ai été 15 ans dans un office du tourisme. Enfin, c'est vrai que à chaque fois que je pars et que je voyage ailleurs, je me dis tout compte fait, j'en suis dans un endroit magnifique. Et là, nous sommes à Port-de-Penne, vous passez là tous les matins, avec l'église de Port-de-Penne, qui est une très belle église romane, même si son clocher a été rebâti plus tardivement. Mais vous apercevez la sacristie qui, dans peu de temps, va tomber dans le Lot. L'église, il y a des grosses fissures comme ça. Ça fait partie des endroits, même si on a fait des études pour montrer que ça risquait rien. Moi, je sais que depuis que j'habite ici, tous les 10 ans, il y a 1 mètre de moins, parce qu'on est dans un méandre, et la rivière, qui aujourd'hui a 5 mètres de plus de hauteur, mais ça on en reparlera qu'autrefois, eh bien, elle vient taper sur la berge, et même si sous l'église ça a été renforcé, il n'empêche que derrière cette construction qu'on a fait sous l'église avant le barrage, eh bien l'eau tape derrière et je me fais du souci pour cet endroit-là. Voilà, alors donc je vous ai parlé de l'Olt au Lot. Donc cette région, pourquoi l'Olt? Parce que c'est le mot du Lot en occitan. J'en reparlerai de l'occitan.
Et c'est une région, comme partout en Europe, où on avait eu des mouvements de peuples qui venaient de l'Est, notamment de Roumanie. Et en Roumanie, vous avez une rivière qui s'appelle l'Olt. Et donc, dès la période gauloise, c'est un mot qui était déjà, ça s'appelait l'Olt. Au Moyen-Âge, ça s'appelait l'Olt. En occitan, ça s'appelle l'Olt. Donc, ça provient de ce mouvement de population qui venait de Roumanie. De quelle région de la Roumanie? Alors, c'est un affluent du Danube. Oui. Vous êtes de là-bas? Non. Je m'y suis rendue plusieurs Non, mais je fois. voulais trouver un titre qui puisse nous raccorder avec un passé très lointain. Mais à vrai vous dire, je ne connais pas très bien la Roumanie. Je voulais expliquer ce titre. Et je vous ai mis ici plusieurs images parce que au centre, vous avez une allée funéraire qui date du 5e millénaire avant notre ère. Et donc, ça s'appelle l'allée funéraire, c'est sur la commune d'Oradou. À vol d'avion, c'est tout près. D'ailleurs, nous avons ici un endroit qui s'appelle Peyragudes. Oui. Et à Peyragudes, dans les Pyrénées, c'est vraiment une pierre pointue. C'est de l'occitan. Peyra, c'est la pierre, agude, pointue. Et nous, ici, c'est pas du tout pointu, on est sur un plateau. Donc, beaucoup de gens pensent, mon mari et d'autres, que là-haut, il y a peut-être eu un menhir en face de cette allée funéraire. Et donc, la pierre pointue, déjà un lieu de culte très ancien. Et voilà pourquoi j'ai mis cette image au milieu. À gauche, je vous ai mis, ça ne se voit pas trop parce que ça a été très bien fait, le musée de la préhistoire aux Zézy. Et moi, tous les gens qui viennent en vacances ici, je dis, si cette période vous intéresse, vous prenez le train à peine d'Agenais et vous allez déjeuner aux Zézy, vous visitez un superbe musée et vous y trouverez très bien exposé tout ce qu'on a trouvé à peine, un lieu qui s'appelle le Sceau, que je vous ai montré, donc un site de l'époque alésilienne, le 5e millénaire. Vous aurez Jean-François Garnier qui vous parlera mieux de ça que moi. Et donc, on a découvert des foyers, des lieux occupés dès la préhistoire, où déjà on aimait bien manger, c'était des cueilleurs-chasseurs qui étaient près d'un gué, près du Lot. Et donc on a trouvé des choses intéressantes qui sont bien exposées au musée des Zézy. Et à droite, je vous ai mis une affiche d'un musée à Sauveterre-l'Alémance, le Sauveterrien, vous savez, c'est une période aussi de cette époque préhistorique. Et d'Agen jusqu'à Périgueux, il y a le train et on passe le long du Lot et on va sur la vallée de l'Alémance. Et moi, j'appelle ça la ligne de la préhistoire parce que c'est vraiment une ligne de chemin de fer qui passe dans des tas d'endroits qui ont été très habités dès la préhistoire. Des questions sur... Non, ça va? Vous voulez un verre d'eau, un verre de vin? Oui. Comment? Vous voulez un verre d'eau ou un verre de vin? Boire de l'eau ou du vin? Non, pour l'instant, ça va aller. Oui, c'est vrai que... Alors... C'est simplement la remarque entre les Zézy, qui est l'endroit de Robert Filiou, et ici, ça fait... là, on est réunis aussi par rapport à quelqu'un qui s'appelle Robert Filiou, et qui a habité les Zézy. Ah oui. Et donc, c'est assez formidable de parler d'ici avec les Ah, mais Zézy, on est très alors qu'on est là aussi pour ça. Ah oui. Et en train, c'est combien de temps? En train pour aller aux Zézy, c'est combien de temps? En train, ça met, qu'est-ce que je pourrais dire, 1h30. Je l'ai fait plusieurs fois, mais je me souviens. Oh non, c'est pas loin. C'est direct, c'est la ligne Agen-Périgueux. D'accord.
Et c'est vraiment un endroit qui a été merveilleusement bien agencé, ce musée de la préhistoire. Ah oui, le musée, voilà, nous on y est allé il y a pas longtemps. Donc la femme de Robert Filiou et sa fille habitent aux Aisies. Ah ouais. C'est un beau village, hein, il y a des bons restaurants. Et comment ça s'écrit le seau? Parce que l'anniversaire de l'art, elle est reliée à un seau aussi. Sauve. Oui, non, à mettre une éponge dans un seau. Ah, dans l'histoire. Ouais. L'histoire chuchotée, ouais. Oui, c'est un saut. Mais comment ça s'écrit ici? Mais le lequel seau? seau? Le seau, la rivière ou le monument préhistorique dont vous avez parlé? Le site. Je comprends pas. Le site, Maria, c'est le site où vous m'avez emmené, qui s'appelle Ah, le seau. Le Sceau. Ah, S-A-U-T. Parce que- Ah, rien à voir. Excusez-moi, le seau, Ouais. Hein, c'est un endroit où le Boudouissou, la rivière qui est là en bas, se jette dans le Lot. ah, Et à l'époque où il n'y avait pas encore de barrage et il y a une énorme cascade, on n'a pas été assis, on a vu enfin non, il faut y aller en bateau. Et c'est un très joli coin qui est tout près d'ici. J'aurais dû préciser le Sceau. Bon. Merci beaucoup. Là, je fais un bond au Moyen-Âge. Je suis toujours sur ce chemin. Et à gauche, on ne voit pas trop bien d'ici, mais je ne sais pas si vous êtes monté jusqu'à la porte de Ferracap. La porte de Ferracap, c'est la porte nord de Penne. Penne, c'est donc une place forte entourée de remparts. Et dans ces remparts, autrefois, il y avait 6 portes. Aujourd'hui, il nous en reste 3. Vous avez vu celle en montant dans le village là, qui s'appelle la porte de Ricard, du nom de Richard Cœur de Lion. Ensuite, il y a la porte principale, la porte de la ville. Et au nord, la porte de Ricard, qui est en bas de ce chemin assez pentu. Et alors, pendant la guerre de 100 ans, eh bien, on a fortifié davantage le village parce que plusieurs fois, l'ennemi est arrivé par ce chemin et c'est l'est du village. Penne a des fortifications naturelles avant que les remparts ne soient construits. Il y a un apic sur la vallée du Boudouissou, il y a un apic vers la vallée du Lot. Et le Lot, il n'y a qu'un endroit vulnérable, c'est à l'est, au bout de ce chemin. Pendant la guerre des Albigeois, c'est par là que Simon de Montfort est arrivé et a mis le siège à Penne. Ça, c'était en 1212. Mais après, pendant la guerre de 100 ans, on a voulu renforcer les fortifications de la ville en construisant un fossé et de chaque côté du fossé une grande tour. Donc si vous allez sur le chemin que vous voyez ce mur bien bâti avec cet appareil caractéristique du XIIIe, XIVe siècle, eh bien c'est une des tours, une défense avancée du village. Alors voilà la promenade que nous faisons au Moyen-Âge. Ensuite, pour rester dans le Lot, sur le Lot, je voudrais aussi vous parler de cette voie de communication importante, par laquelle d'ailleurs les grandes invasions ont eu lieu avant le Moyen-Âge, et une voie de communication importante qui a servi à transporter de nombreuses marchandises, entre guillemets, le vin de Cahors notamment, jusqu'à Bordeaux. Les marchands de vin à Bordeaux n'étaient pas du tout contents de voir arriver ce vin du haut pays. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, que je raconterai très mal. Peut-être que on interdisait l'arrivée du vin de Cahors avant Noël, et donc c'était une façon d'avoir du vin de moins bonne qualité. Enfin bref, il y a des histoires par rapport au vin de Cahors qui sont assez intéressantes. Alors on descendait ces marchandises sur des gabarres. Bon, ici on prenait des céréales, des pruneaux, et alors je vous ai mis, parce que la navigation n'était pas facile. J'ai oublié mes petites notes d'ailleurs, mais bon, si vous avez des questions, je vous les donnerai pour les différentes périodes où on a quand même essayé d'améliorer la navigabilité du Lot. Comment ?
Ça nous intéresse beaucoup. Oui, alors, mais je l'ai là-dessus, je vous lirai mes petites notes après. Oui, oui, oui. Je ne sais pas par cœur. Oui. Et on a commencé à construire des barrages avec des écluses, mais il y avait quand même des endroits où on avait fait des plans inclinés, des passelis, pour faire glisser les bateaux à fond plat, pour descendre la rivière. Et puis il y a des endroits où il fallait, sur le chemin de halage, tirer avec des cordes en bas. Je n'ai pas trouvé la plus belle image que j'ai des tireurs de cordes. Et pour pouvoir faciliter l'avancée du bateau, on a fait ces chemins de halage tout à fait extraordinaires. Ça, c'est plus en Lot-et-Garonne, c'est dans le Lot. Hein. Ils ont creusé sur la roche. Comment ? Ils ont creusé sur la roche. Ils ont creusé la roche pour pouvoir tirer. Alors, c'était soit des hommes, soit des bœufs, soit des chevaux qui devaient tirer le bateau dans certains endroits où on naviguait pas très facilement. On a de très beaux, aux archives départementales, on a scanné, enfin on a numérisé tout le cadastre napoléonien. Je crois que c'est date de 1805, quelque chose comme ça. Et là, je vous ai mis la carte où on voit le château de Lustrac. Vous voyez ? Oui, on y est allé cet été. Voilà, alors là, vous l'apercevez ou je vais... Oui, Et puis là, déjà, le Lustrac avec un barrage, une écluse qu'on va revoir tout à l'heure. Bon, celle-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise là, pour vous montrer Peyragudes, la navigabilité. Ça, c'est pour me faire plaisir. Parce que c'est beau à toutes les heures, à toutes les saisons. Là, c'est l'hiver. Voilà, alors, je vous ai parlé du Moyen-Âge tout à l'heure. Bien sûr, les chemins n'étaient pas toujours faciles. On transportait davantage par la rivière que par les chemins. En revanche, il fallait traverser certaines rivières. Et là, sur le GR, la route que nous avons prise au début, eh bien, ce chemin arrive au port de Penne, et pour traverser la rivière du Boudouissou qui est là en bas, eh bien, on a un joli pont qu'on a appelé à une époque un pont romain, mais il n'a rien de romain, et maintenant on l'appelle le pont de Peyssel, mais on l'appelle aussi le pont Roumieux, parce que les pèlerins qui circulaient ici, eh bien, à une époque, on les appelait les Roumieux, puisque les pèlerins, au début, c'était ceux qui allaient à Rome, d'où les Roumieux, mais par extension, tous ceux qui allaient en pèlerinage, on les a appelés les Roumieux. Donc nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors là, je suis un peu maintenant dans la phase « Quelle activité dans cette vallée du Lot ?» Et je ne suis pas partie du Moyen-Âge, je n'ai pas cherché beaucoup de documents, mais surtout des documents du siècle dernier. Que reste-t-il de cette agriculture non mécanisée qui était à l'époque de mon mari qui habitait Trémons? Eh bien, lui, il a tiré des charrues par des bœufs. Et à cette époque-là, ici à Penne et dans les coteaux, dans la vallée du Lot, on avait beaucoup de vignes. Donc là, c'est un labour dans des vignes. Et cette vigne qui a disparu à cause du phylloxéra. Alors on l'a replantée par certains endroits, mais de cette période-là, on a quand même gardé la polyculture, parce que nous avons un relief qui, heureusement, c'est pour ça que c'est un pays assez magnifique, on ne peut pas faire des grands champs. Ceux qui ont voulu enlever les haies, ils ont toute la terre qui descend dans la vallée, et quand il y a des orages, c'est la pagaille. Et la vigne, vous savez de quand date la culture de la vigne ici? Pardon? Dans la région, vous savez de quand date les débuts de la culture de la vigne?
Ah, ben, dès le Moyen-Âge, hein, puisqu'on en chargeait de. Moyen-Âge. Ah, ben oui, oui, oui. Et là, je vous ai amené du vin d'ici. J'espère que c'est bien ça. Voilà, Fabrico, j'aurais dû enlever le prix. Ça vient d'Oradou et c'est un pied noir qui a replanté de la vigne. Et son vin est bien. Mais si on remonte vers Cahors, je sais pas vraiment l'histoire, il faudrait poser la question à des viticulteurs. On a moins souffert du phylloxéra encore que vers Cahors. Et puis je crois qu'ils ont des cépages qui sont peut-être plus résistants. Enfin, je ne sais pas vraiment la raison, mais en tout cas vers Cahors, c'est le Causse. Il y a moins de terres favorables à la culture des céréales, donc on a sûrement replanté très rapidement de la vigne parce que c'était la principale source de revenus dans le Quercy. Le phylloxéra, les parasites traversaient la terre, étaient dans la terre. Eh bien oui, comme il n'y avait pas trop de terre, voilà, là-bas, ça peut être ça. que c'est très bien, très possible. Mais excusez-moi, hein, peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais c'est pas, je vous la pose au cas où. Entre la préhistoire et le Moyen-Âge, il y a la période romaine, il y a une. Ah oui, oh là, occupation j'ai romaine oublié. dans Alors, la je région, pensais en eux, parler un ils peu avec cultivaient le le vin patrimoine. Enfin, la vigne, je sais que moi je viens d'une région viticole dans le Bordelais et ça date, enfin c'est une ville qui était occupée par les Romains. C'est eux qui ont développé la culture de la Oui, vigne. peut-être avant le Moyen-Âge, Ouais. déjà par les Romains. Hein. Ok. Et ici, on a beaucoup de vestiges de l'époque gallo-romaine. J'en parle un peu au niveau du patrimoine et des églises parce que l'église qui est en bas, qui s'appelle Magnac, chez vous comme chez nous, les lieux En avec Hac, une ouais. terminaison en ac, c'est toujours un lieu où il y a eu une implantation à l'époque romaine. Magnac, Magnacum, la propriété de Magnus. Voilà, et d'ailleurs, l'église d'en bas, mais vous n'aurez pas le temps d'aller voir, il y a une partie qui est construite avec ces petites pierres caractéristiques de l'époque romaine. D'accord. Mais merci de me le rappeler, j'ai sauté une étape. Pour les Romains, à l'époque. Et alors, ben là, je vous ai mis l'aspect de notre territoire. C'est beau en toute saison, c'est une mosaïque de couleurs, c'est une polyculture avec des céréales, et puis il y a de l'eau pour arroser, il y a des lacs collinaires pour retenir les eaux. Voilà, donc... Moi, excusez-moi, mais je suis venue cet été déjà avec Céline. Avant, j'étais venue du bas des Pyrénées, j'habite à Loupiac vers Bordeaux, et j'ai traversé toute cette région-là jusque vers Saint-Gaudens, etc. Et à travers le Gers, et je trouve qu'on voit très clairement la transition dans l'agriculture, dans les formes, enfin dans la viticulture, il y a de moins en moins de vignes, et on trouve aussi la culture des céréales, comme dans le Gers, mais sur des surfaces Le plus Gers, petites. ils ont un relief qui permet de plus grandes... Oui, c'est ça, mais on voit c'est vraiment intéressant de voir que c'est ça. Là, vous voyez, on garde Ça, des j'ai petites très- haies quand même. Oui, oui. Et puis, on garde aussi caractéristiques de ce pays qui s'étend entre le Lot et la Garonne. C'est ça. On appelle le pays de Serres, les Serres. C'est un plateau calcaire entaillé par de nombreuses petites rivières. Et alors, au bord du plateau, partout au bord du plateau, vous avez des petites forêts de chênes. Et c'est derrière qu'il y a à nouveau sur le plateau des cultures. Et là, à gauche, vous voyez un des châteaux. Il y a de nombreux châteaux au-dessus du Boudouissou. Alors celui-là, c'est le château de Casy-de-Roc. On est au-dessus de la vallée du Boudouissou, de cette vallée-là qui se jette dans le Lot. Bon, alors là, j'y ai mis cette polyculture, des céréales. Ça, c'est Magnac, l'église qui est en bas.
du sorgho, de l'orge. On a aussi pas mal de pépinières parce que, comme vous avez pu le constater, nous avons de nombreux vergers ici. Et dans les vallées, dans ces petites vallées humides, là, les pépinières de fruitiers fonctionnent très bien. Je l'ai, mais je ne l'ai pas trouvé, la photo. On a encore un peu d'élevage, surtout des vaches, la blonde d'Aquitaine, magnifique. J'ai des photos de vaches, c'est impossible de mettre la main dessus. Alors voilà, ici c'est quand même, vous mangerez quelques pruneaux tout à l'heure. Vous voyez en haut à gauche ce qui se passe, hein, le matin, ils sont dans les vergers en train de tailler les pruniers. Après, une des très belles saisons pour nous, c'est au mois de mars, avec la floraison. Et puis, ces fleurs jaunes, les pissenlits, qui attirent les insectes et qui favorisent la pollinisation. C'est surtout que quand le pissenlit sort, il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la lampe pour les pollinisateurs. Pour les pollinisateurs, c'est une des premières fleurs qui sort. Oui. Bon, et puis pour l'agriculture, le Lot-et-Garonne est maintenant un verger, un lieu où on trouve de tout. J'exagère pas, même des citrons. Des kiwis, enfin, on a une production très diversifiée et de plus en plus d'agriculteurs se sont mis au bio. Voilà, donc ça c'est tout près d'ici. Quand on va à Fumel, ce jeune là, il s'est lancé dans le bio. Alors, c'est un peu rapide pour parler d'agriculture, mais si vous avez d'autres questions, vous m'en poserez. Je suis fille d'agriculteur. Mes parents avaient un élevage en Dordogne, on fabriquait du beurre. Et d'ailleurs, je suis honteuse quand je vais faire mes visites dans la campagne, raconteuse de pays. Il y a des cultures que je ne reconnais plus. Je ne sais pas ce que c'est. Et donc, je me suis promis cette année de faire une sortie avec un agriculteur. On plante, il y a des champs de lentilles. Vous ne savez pas à quoi ça ressemble. On plante du pois chiche. C'est trop beau. Ah non, mais c'est incroyable. Et ça, je ne sais pas le reconnaître. Il faut que j'aille voir de près. Alors, je passe à l'industrie. Donc, ça a été une vallée très industrieuse avec une industrie sidérurgique importante à Fumel. Et beaucoup de gens de la vallée allaient travailler à Fumel dans cette usine qui a compté jusqu'à 2000 ouvriers. Il y a 10 ans, il n'y en avait plus que 20 et puis maintenant, ça y est, elle est fermée. Donc à droite, vous voyez une des dernières coulées. À gauche, ce qui se passait autrefois. Là en bas, quand c'était en pleine action. Et en bas, à droite, voilà, on est en train de démanteler cette grosse usine qui a fabriqué des tuyaux pour Pont-à-Mousson, qui a fabriqué les tuyaux pour le musée Pompidou. Pompidou. Ils ont travaillé pour Pompidou. Bref, de repreneurs en repreneurs qui ont utilisé leur technologie, qui sont partis avec le savoir-faire, mais c'est trop loin de tout. Il faut faire venir les matières premières. Donc, la métallurgie, c'est depuis la préhistoire ici, parce qu'on avait du fer, des petites carrières, on avait quelques matières premières, mais en toute petite quantité. Après, on a fait venir du Massif central. Et il y avait déjà, il me semble, à la préhistoire, au néolithique, il y avait déjà une forme d'industrie du métal, on peut dire, parce que non, il me semble que c'était assez organisé. Oui, on a trouvé des vieux fours. C'est la différence entre néolithique et paléolithique. Néolithique, c'est le bois, paléolithique, c'est ça. Ouais. Oui, mais une industrie au sens grande échelle, quoi, au sens production, avec des échanges, des circulations, c'était des gros centres de production. Oui, l'industrie, je sais pas. Peut-être pas ici, peut-être pas à Fumel, mais. Les usines, des usines, des concentrations, tu vois, la concentration du travail. Le chemin de fer a permis de développer à une époque
on a mené, et aussi par bateau, de minerais. Alors, il ne faut pas complètement se lamenter par rapport au sort, même si beaucoup de gens ont été mis au chômage. Là, je vous mets 2 photos de cette période glorieuse. Il nous reste la machine de Watt. C'est une grande curiosité. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le petit fascicule sur la machine de Watt. Il n'en reste plus que 2 dans le monde. Celle-là pourrait fonctionner. Et puis à droite, je vous ai mis une photo d'une entreprise tout à fait remarquable. C'est un mécène qui accueille notre association, parce qu'on a une petite boutique là-haut, mais tout le stock du livre est rangé à la briquetterie, parce qu'il fait chaud et sec là-bas, les livres sont bien gardés. Ah oui, je ne vous ai pas dit PHP, à quoi ça sert. Pendant le repas, je pourrais vous dire. Donc là, c'est une entreprise qui fonctionne bien, mais avec des difficultés quand même. C'est une briqueterie qui est spécialisée dans des produits réfractaires tout à fait extraordinaires. Hein. Ils fournissent pour l'industrie de l'aluminium, ils fournissent pour... je ne me souviens plus, mais enfin, ils ont des contrats d'exportation, ils exportent beaucoup. Et donc, c'est une entreprise qui fonctionne. Mais bon, du point de vue industriel, à part eux, et l'agro-industrie, les entreprises que je vous en ai montré tout à l'heure, qui transforment les produits agricoles, on n'a plus beaucoup d'industrie. Alors le Lot, eh bien, le Lot, on aime bien vivre au bord du Lot depuis longtemps. Donc je vous ai mis 2 photos, hein, parce que je vous développerai après pourquoi on se baigne dans le Lot hier comme aujourd'hui. Et donc ici, vous avez la plage à gauche que nous avions à peine, avec le pont suspendu qui a été remplacé par le pont que vous empruntez le matin pour aller à Saint-Sylvestre. Alors peut-être que ma diapositive n'est pas trop bien placée, parce que il y a quelques années, on n'aurait pas pu se baigner, on n'aurait pas eu l'autorisation de se baigner dans le Lot, qui était très pollué par toutes les industries. Oui, c'est pour ça que je l'ai mis là. Toutes les industries qui étaient en amont. Et donc, depuis le grand projet de remise en navigabilité du Lot, je ne sais pas si on vous en a parlé, mon mari a fait partie des élus qui ont beaucoup œuvré pour qu'on essaie de faire, c'est Jean-François Poncet qui disait, la plus longue voie navigable d'Europe, qui partait du Massif central, le Lot, traverser la Garonne pour aller sur la Baïse. Je vais vous donner la carte tout à l'heure. Voilà, donc maintenant, grâce à ce plan qui n'était pas que de la remise en navigabilité, mais aussi assainissement du Lot. Les fonds européens ont servi aux entreprises pour traiter leurs eaux, aux municipalités pour refaire le traitement des eaux, enfin bref, même s'il reste encore des résidus dans le fond du Lot, la rivière est devenue beaucoup plus fréquentable, si je puis dire. Et donc chaque année, on organise le Big Jump. Hein, on est... Voilà. Alors, le Lot, eh bien, autrefois, on s'y baignait, mais même avant, on s'en servait pour venir faire la lessive. Et alors là, je vous ai mis à gauche une carte postale avec quelques vers de Paul Froment. Vous avez entendu parler de Paul Froment? Alors, Paul Froment, c'est un valet de ferme qui travaillait dans une propriété par ici et qui n'avait pas été longtemps à l'école. Il plaisait beaucoup à mon mari, parce que mon mari, une fois le certificat d'études, il est parti cultiver la terre. Et donc Paul Froment, qui lui est né en 1873, eh bien il n'avait pas été longtemps à l'école, mais il avait des talents de poète tout à fait extraordinaires. Et sur la mairie de Penn, je ne sais pas si vous l'avez vu, la mairie de Penn, je n'ai pas eu le temps,
eh bien, on a mis ce médaillon avec un visage de jeune homme, un profil de jeune femme, et en dessous, il y a écrit « Mael Kunrei, Loluraire, Adreit Desekia ». Vous avez tout compris. Mais ceux qui habitent à Marseille, c'est la même langue. Et oui, c'est l'occitan. Il n'y a pas d'occitaniste ici. Bref, ça veut dire Mael Kunrei, plus qu'un roi, le laboureur, le raire, labouraire, Adreit, a le droit de se dresser, d'être fier. Et lui, même s'il était un modeste ouvrier agricole, si on peut dire, eh bien, il était fier du travail qu'il faisait. Et il a écrit pas mal de poèmes. Donc, sur cette carte postale, c'est en occitan. Je ne vais pas vous le lire parce que je ne suis pas très douée. Mais il y a la traduction ça s'appelle la bugado. La bugado, c'est la lessive. Et donc, c'était un événement le jour où tout le monde allait... toutes les femmes, elles se sont levées de bon matin, les laveuses, et pour partir vite, sans trop s'écouter, chacune au galop s'est peignée. À grands pas, le petit troupeau chemine jusqu'au ruisseau. Dans des corbeilles sous le tombereau, les bœufs vont traîner la lessive. La traduction est peut-être pas très jolie, mais bon. C'était pour vous parler d'un homme célèbre pour nous, parce que ici, à Pendagenet, à Villeneuve enfin dans la vallée du Lot, il y a 3 écoles qui ont des classes bilingues, français-occitan. Parce que pour nous, même moi si je suis née au nord de la Loire, c'est important de garder cette culture liée à la langue. Une langue des troubadours, une langue que moi je comprends, mais malheureusement je ne la parle pas, c'est la langue maternelle de mon mari qui a appris le français à l'école. Et donc, voilà. Alors le Lot, eh bien, maintenant, c'est un lieu touristique, un lieu où viennent s'entraîner des champions en canoë, en kayak, voilà. Et donc, j'aurais pu mettre ça un petit peu plus tôt. Je vous ai parlé de la plus longue voie navigable d'Europe, donc de Conques jusqu'à Condom, l'abbaye de Flaran dans le Lot. Donc, vous avez ici les voies qui sont navigables avec les franchissements. On a construit pas mal d'écluses. Et alors, on a pendant quelques années pu aller du Lot jusqu'à la Baïse. Vous voyez, hein, je n'ai pas besoin de vous montrer sur la carte. Gros souci, chaque année, il fallait creuser un chenal parce que en ce moment, la Garonne charrie énormément de gravats et de gravier. Il y a eu des débordements terribles. En revanche, l'été, le niveau de la Garonne ne permet plus de passer avec les bateaux. Donc, ça coûtait très cher chaque année de recreuser un chenal dans la Garonne. On a abandonné. Et ce qui fait que maintenant, on a 2 tronçons, enfin 3 tronçons. On a le tronçon navigable autour de Cahors, un tronçon de Saint-Vite jusqu'à Clérac. Et après, on ne peut plus traverser la Garonne, ni aller sur le canal latéral à la Garonne. Et donc, on peut prendre un bateau pour aller de Buzet-sur-Baïse jusqu'à Condom. Voilà. Ce qui a entraîné beaucoup de loueurs de bateaux ont été obligés de quitter la rivière parce que sur le plan économique, on n'arrivait plus très bien à louer pour des petits trajets. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si on a investi énormément dans ces écluses, ça n'a pas été le seul bénéfice de ce plan de la voie navigable, mais ça a été aussi la qualité de l'eau et ça a été aussi l'intérêt des riverains
Avant, c'était un dépotoir, le Lot, et beaucoup à Port-de-Peine, côté Lot, les maisons étaient moches. Là, on a rénové les villages et on a fait de très jolies choses. Et alors là, vous voyez, à gauche, on a pu utiliser l'écluse du Moyen-Âge. Et là, je ne sais pas si vous avez été à Lustrac, certains n'ont pas eu le temps d'y aller. C'est un des plus beaux moulins de l'époque médiévale. Et donc, on a réaménagé l'écluse qui permet donc d'aller jusqu'en Fumélois. Et en haut, à droite, c'est l'écluse de Villeneuve-sur-Lot qui est très spectaculaire. Et en bas, ben, vous voyez le beau bateau. Et là, ben, plusieurs solutions ont été choisies. Pour la lande, c'est Castelmoron. Oui. En bas, ouais. C'est marqué dessus? Non, mais je le reconnais. Ah, vous reconnaissez? Ouais. Voilà, alors soit il y avait des ports un peu naturels, comme Port-de-Peine, ça a toujours été un port. On a fait des quais, et en face à Saint-Sylvestre, on a aussi aménagé le quai. À Villeneuve, eh bien, on a utilisé aussi les rives de... Mais en revanche, on a construit quelque chose de tout à fait nouveau à Castelmoron. Et je crois que c'est là que les loueurs de bateaux ne se précipitent pas parce que le tronçon est un peu trop court. Hein? C'est un village vacances. Oui, c'est un village vacances. Ah, d'accord. Ok. Et alors, il y a quelques particuliers qui se sont lancés dans l'aventure. Je vous ai parlé de la ferme de la Caille. Donc, les parents ont rénové la ferme qui est passionnante à visiter parce qu'ils ont été aidés par le CAUE pour mettre en valeur le mode de construction de leur belle grange qui a été construit avec de l'argile qui était là, au bord du Lot. Et donc, dans cette ferme, ceux qui sont intéressés, on voit au moins 3 méthodes de construction avec l'argile. Et le jeune qui a fait le lycée agricole de Sainte-Livrade, eh bien, il prend la suite un peu des parents, ils sont pruniculteurs, ils font aussi un peu de céréales, mais ils transforment des produits, il fait de très bonnes confitures. Mais il s'est dit, moi aussi, ça me fera un complément de revenus d'accompagner des gens sur des bateaux. Donc, ils ont un quai pour accoster et pendant l'été, il fait visiter le bord du Lot en bateau. Excusez-moi, vous pouvez me redire Pardon? la ferme là où il y a des constructions en argile? Oui, la Caille, la ferme de la Caille. L-A-C-A-Y avec un tréma dessus. La Caille. Bon, alors, dans notre pays, bien sûr qu'on peut aller sur le Lot, on peut aller en bateau, mais c'est le paradis des randonneurs ici, parce que nous avons en Lot-et-Garonne un réseau de chemins pédestres, enfin de sentiers balisés, tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, si vous voulez, il y a un site internet où on peut trouver toutes les boucles sur Peine. On a au moins 6 boucles que l'on peut faire à pied pour découvrir une nature tout à fait préservée. Là, vous voyez les petits bois de chêne. Alors là, je vous ai mis ça parce que quand on se promène, il y a un chemin qui passe près de cette église qu'on a déjà vue, l'église de Magnac. Je l'ai mis parce qu'elle me plaît, elle est dans la brume. Alors, les chemins, je vous ai parlé déjà des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et quand on a fait des travaux à l'hôpital local, on y a découvert des sépultures et dans l'une d'entre elles, on a découvert une sépulture d'un pèlerin, objet trouvé dans la tombe d'un pèlerin, 13e, 14e siècle. Bon, et puis maintenant, je suis un peu dans l'élément dont j'aime beaucoup parler, c'est l'art roman, le patrimoine roman riche que nous avons ici. Alors, je vous amènerai un livre, j'ai oublié de l'amener. Nous venons avec notre association Pays, Histoire et Patrimoine de sortir un livre qui s'appelle Patrimoine roman, 1000 ans d'histoire en Lot-et-Garonne. Je vais vous l'apporter pendant le repas. Et alors,
L'idée, c'était pas de faire un beau livre sur l'art roman, mais c'était davantage de voir comment, au cours des siècles, qu'est-ce qu'on a fait de ce patrimoine. On l'a abandonné, il s'est écroulé. Il y a au moins un bon tiers des églises romanes qui sont sur les cartes Bélem, des cartes anciennes, mais qui aujourd'hui ont disparu ou sont en ruine. Et puis, vous verrez dans le livre certains qui se donnent beaucoup de mal pour essayer de restaurer, de relever des murs d'églises écroulés. Bon, ici, elle n'est pas écroulée du tout. C'est un très bel édifice à Mont-Sampron-Libos, le prieuré de Mont-Sampron-Libos, l'église Saint-Géraud. Et puis alors, ces églises, notre association et d'autres, on veut encourager les élus à maintenir ce patrimoine. Moi, je vais très souvent à Sainte-Quitterie, je ne l'ai pas mise là. Et le maire, qui a été un des plus jeunes maires de France il y a une vingtaine d'années, quand je commençais les visites là-bas, les conseillers municipaux disaient « mais t'es fada de mettre de l'argent là-dedans, ça ne sert à rien, il n'y a plus de messe, il n'y a plus... » Et alors nous et d'autres, maintenant, c'est devenu aussi des lieux culturels, avec de très belles acoustiques et des concerts. Alors à gauche, vous avez Saint-André de Carabès sur Tournon, avec une voûte peinte qui date du XVe siècle. Au milieu, vous avez un magnifique musicien dans une église pure roman de Frespech, qui est un village fortifié. Et à droite, je voulais quand même remettre le Lot avec, mais je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire. Vous voyez la petite chapelle du bout du pont, là. Tout au long du Lot, il y a des chapelles qui étaient destinées à prier surtout la Vierge pour demander la protection divine, vu la dangerosité de la navigation, pour demander à être protégée. Et il y a toute une histoire d'une gabarre qui n'arrivait plus à avancer. Et si l'histoire vous amuse, je peux vous prêter le petit bouquin. Et en fait, c'est quand on a retrouvé une statue de la Vierge dans la rivière qu'on a pu débloquer le bateau. Enfin, il y a une légende tout à fait amusante avec cette... au bout du pont. Bon, alors des églises, je ne vous en ai pas mis trop, parce qu'il y en a tous les 5 kilomètres ici. Alors, beaucoup de gens, quand je fais les visites, me disent « Comment se fait-il qu'il y ait autant d'églises ?» D'abord, ces églises, le blanc manteau d'église, comme le disait le moine Glabert, c'est au XIe, XIIe siècle. Et le relief fait que, comme c'était assez peuplé avant la guerre de 100 ans, tout le monde allait à la messe, et donc il y a une église accessible à pied en moins d'une heure ou deux. Et puis aussi l'influence de nombreuses abbayes, hein, l'abbaye de Moissac, l'abbaye de Clérac, voilà, donc une influence importante de certaines abbayes clunisiennes pour la plupart, et donc qui ont un double intérêt de faire construire des églises. Mais on a aussi des châteaux, donc là moi j'y vais moins, mais là le château de Bonaguil, c'est le lieu phare du tourisme du Lot-et-Garonne. À droite vous avez en haut Frespech, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un village fortifié très intéressant avec une église du XIe siècle. Après le château de Noyac, mais là, après, en bas, ce sont des châteaux privés. Au milieu, c'est à Hanté, c'est tout près d'ici, un château qui a été très bien restauré, où il y a des mariages. Alors eux, ils font du tourisme. Et puis, à Casier-de-Roc aussi, un château où ils ont fait à une époque, ils ont
fait du safran. Hein. Non. Ici, je ne vous ai pas parlé de la truffe. Moi, j'ai des chênes truffiers, là. Je peux vous faire goûter de la truffe. Ah oui, on pourrait mettre avec les pommes de terre un peu de truffe ce soir. Vous pouvez dans les sentiments, là. Donc, je vous dis, on a de tout ici. On a de la truffe, on a du safran, on a au moins 3 safraniers à côté. Du miel. Alors là, c'est mon coup de cœur. Encore un homme célèbre, la tour Marliac, vous connaissez? Vous connaissez le peintre qui a peint en bas à droite? Oui. 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 Eh bien, il est venu acheter ses nénuphars ici, au bord du Lot. Et donc, la tour Marliac a participé à des expositions universelles à Paris et est menée à commander des nénuphars à la tour Marliac, où nous avons maintenant le plus beau jardin de nénuphars d'Europe. Ça donne envie d'y aller. Hein. Oui. Et sur le lot, on n'en met jamais des nénuphars. Moi, j'en ai ici des nénuphars, j'en ai là, j'en ai là-bas. Alors, il faut que j'aille vite parce que vous avez faim. C'est l'heure de l'apéro. Alors, moi, je me régale de me promener parce que quand je vais visiter une église, s'il y a une plante ou quelque chose d'intéressant au bord de la route, on s'arrête. Je ne suis pas pour les vieilles pierres uniquement. Et au mois de mars, quand les pruniers sont en fleurs, et bien sûr les talus qu'on n'a pas trop rasés avec les engins, les épareuses, eh bien on peut trouver là, ou quelquefois dans des lieux où c'est reconnu, la tulipe à Genèse, qui est une tulipe préservée. Et puis on mange bien ici. Je vous passerai, parce que c'est tout le sud-ouest en fait, c'est une spécialité du sud-ouest. La seule spécialité que vous ne trouverez pas dans d'autres régions, c'est la tourtière. La tourtière, c'est un gâteau très intéressant qui demande un savoir-faire extraordinaire. Moi, je ne sais pas le faire. Il faut préparer une pâte la veille. C'est un gâteau de fête. Il faut la laisser reposer toute la nuit. Et dedans, il n'y a pas grand-chose. Il y a de la farine, de l'huile. Et puis, c'est une pâte qui s'étire. Pour faire une tourtière, eh bien, on étire la pâte sur cette table-là. Ça devient fin comme du papier à cigarette. Et après, il y a un moule qu'on appelle une tourtière aussi. On met 7 couches de pâte très fine au fond. On met souvent des pommes, mais on peut ne rien mettre. Et puis dessus, on met encore de cette pâte, mais on arrose. On arrose les pommes. Alors le must, c'est très déplacé, c'est d'y mettre du rhum. Pourquoi? Parce que le rhum, c'est luxueux. On pourrait mettre de l'armagnac, on pourrait mettre de l'eau de vie. Mais le rhum, c'est ce qui... Alors j'ai parlé des produits qu'on descendait sur le Lot, mais on remontait le stockfish, on amenait du poisson séché, on va manger du poisson qui remonte du... Mais on ramenait aussi du rhum, c'était l'exotisme, c'était les produits qui venaient des... Pourquoi vous me dites non? Je vous dirai après. Bon, bref. Mais alors, tout ça, il y en a certains qui rient là un peu parce que ma maman fait des tourtières. Oui. C'était son métier. Ah oui. Et elle a gagné plusieurs fois le prix de Peine. Ah ben voilà, il y a une Moi fois, j'ai grandi, tous les ans, on venait à Peine, parce qu'elle Génial. faisait le marché de la J'ai des photos de fabricantes de tourtières. C'est tout un art. Qu'est-ce qu'elle mettait, elle, dedans? Alors surtout pas du rhum. Donc le sirop, c'est à base d'eau de vie de prune. L'eau de vie de prune, bien sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, le rhum, pour nous, c'est pas local. Non. Mais à l'époque du stockfish, on aimait mettre le produit exotique. Mais je suis d'accord, il y en a même qui mettent de la prune, mais maintenant, il y en a qui font des tourtières à la framboise, des tourtières... Mais la vraie tourtière, c'est pommes et ce sirop. Voilà. Et comme vous le disiez, il y a même des tourtières sans rien. Ma mère me disait. Sans rien, effectivement. oui, oui. Et aux petits oiseaux aussi. Aux petits? Aux petits oiseaux. Petits oiseaux. Oui, des tourtières où apparemment on faisait aussi des tourtières avec en salé et avec les petits oiseaux et les têtes qui sortaient tout autour. Mais ça
Ça vient d'Afrique du Nord, hein. C'est les. Comment on appelle la pastilla. Les pastillas. J'en suis pas sûre. Non. Parce que c'est plus ancien. Enfin, je suis pas certaine. C'est les pieds noirs, la pastilla. Pastilla, c'est avec le pigeon. Ouais. Bref, c'est dans la même famille de préparation. Oui, ça fait penser. Ouais. Voilà, alors, ben voilà, c'est l'heure de l'apéro. Vous avez préparé ça comme c'est gentil. Alors, je vous ai amené des pruneaux. J'ai pas eu le temps de les préparer comme ça, mais mais il y a ce sort de plat bizarre en amande qui est là-bas, ça sert à sécher les prunes. Alors, les clés, les clés à prunes, c'est ce qu'on mettait dans des fours. Et alors, il y a plusieurs systèmes pour faire sécher les prunes. Maintenant, ce sont des chariots qui vont dans le automatique, tout ça. Mais avant, il y avait des fourrons. Ici, on a eu un four. Et donc, on faisait tourner sur ces fours. Parce que le séchage des prunes, il faut y aller doucement, pas trop vite, sinon elle éclate, la prune. Donc, il faut la mettre un peu, la ressortir, la remettre. Enfin, c'est tout un art, le séchage des prunes. Et maintenant, ceux que je vous ai apportés, ce sont des mi-cuits, je pense. Ah, du lacaille, la ferme Du lacaille. Okay. Ça, c'est Voilà, très... alors, c'est très, très rapide. Hein, j'espère. Ouais. Quand l'eau bouillait, venait la voix. Quand l'eau bouillait, venait la voix. Plantant son aguillado. A-E-I-O-U. Plantant son aguillado. Trop beau sa peine au coin du fioc. Trop beau sa peine au coin du fioc. Todo desconsolado. A-E-I-O-U. Todo desconsolado.